Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre TVR BPGO Business Club. Nous sommes très heureux avec Claire Griot de vous accueillir ici au Canada, dans la très belle province de Québec, à l'occasion des 20e rencontres internationales de l'Union des entreprises 35. Si l'UE35 a choisi Québec, cette province, l'une des 10 provinces du Canada, eh bien, ça n'est pas par hasard. Ce territoire, cette province est peut-être éloignée mais si proche de nous, avec un homme qui est une véritable passerelle entre cette terre au Québec et puis notre terre brétilienne, Jacques Cartier, bien évidemment, qui en 1534 est venu découvrir le Canada. Et nous sommes ici, sur cette fameuse place Jacques-Cartier, dans cette très belle ville de Montréal, car derrière, c'est un pan de l'histoire de France aussi. Il y a cette mairie où en 1967, l'année de l'exposition universelle ici à Montréal, le général de Gaulle a prononcé ce fameux discours à la tribune de l'Hôtel de Ville: « Vive le Canada, vive le Québec et vive le Québec libre ». C'est un discours qui a beaucoup fait parler. Nous sommes en tout cas très heureux de vous accueillir et Claire Griot va vous expliquer cette relation très étroite entre l'Île-et-Vilaine et puis cette province du Canada. Et vous le comprendrez bien évidemment, toujours Jacques Cartier comme véritable passerelle. Discrète, elle est nichée au cœur des remparts de Saint-Malo. Mais dès les premiers mots, on la reconnaît tout de suite à son accent. Bonjour, bienvenue à la Maison du Québec. Du mois de mai jusqu'à août, la Maison du Québec ouvre ses portes aux amoureux de la province canadienne, des touristes et des curieux. Depuis son inauguration en 1984, de nombreuses animations y sont organisées, comme l'explique ce Québécois d'origine. La Maison du Québec, c'est vraiment un lieu qui existe pour témoigner d'une amitié très forte entre Saint-Malo et donc, le Québec. Et donc, on est ici vraiment pour aller à la rencontre des Français. Symbole d'amitié entre le Québec et la France, la Maison du Québec perpétue aussi la mémoire du malouin Jacques Cartier. C'est en 1534, après 19 jours de traversée, que cet ancien notable de Saint-Malo et marin a exploré le Québec et son fleuve, le Saint-Laurent. Jacques Cartier, en fait, était en route vers la Chine. Son objectif, c'était de rejoindre la Chine, la route de la soie, des épices. Et il s'est trouvé que le Canada était entre la Chine et l'Europe. Et c'est ainsi qu'il a reconnu le Saint-Laurent, qu'il va explorer et qu'il va avoir un projet donc de colonisation, d'implantation européenne sur les rives du Saint-Laurent, dans la région de Québec. Donc c'est le début de la présence française. Il faut bien voir en Cartier, je dirais, l'inventeur de la francophonie. C'est lui qui va commencer à essayer de comprendre le langage amérindien et c'est lui qui va permettre l'implantation du français en Amérique du Nord. Donc c'est un élément très important de parentèle. Après 3 voyages au Canada, Jacques Cartier redevient notable à Saint-Malo et termine ses jours dans ce manoir de Limoilou. Il y décède en 1557 à 66 ans. Nous avons toutes les raisons de penser qu'il est décédé dans cette maison de Limoilou pour une raison très simple, c'est que nous sommes en période d'épidémie et que lorsque nous sommes en période d'épidémie, les gens qui possèdent une maison à la campagne fuient la ville pour éviter la contagion. Unique héritage du découvreur du Canada, le manoir de Limoilou est aujourd'hui un musée. Enfin, autre symbole des liens entre la France et le Québec, la Transat Québec-Saint-Malo. Créée pour le 450e anniversaire de l'arrivée de Jacques Cartier, cette transat se court tous les 4 ans entre le fleuve Saint-Laurent et la Manche. 5365 km sans escale et sans équipage. Le prochain départ aura lieu en juillet 2020. Nous sommes en plein cœur de Montréal, avenue René Lévesque, avec le président de l'Union des entreprises 35, Hervé Kermarek. Tout d'abord, merci de nous faire partager un anniversaire, le 20e des rencontres internationales. Ça montre aussi toute l'étendue, année après année, de l'exploration de notre territoire à l'étranger. Oui, c'est la 20e année en effet où nous faisons nos rencontres internationales. Chaque fois, nous avons découvert un nouveau pays. Nous avons décidé cette année d'aller un peu plus loin que l'Europe et on a dépassé un peu les frontières. Nous sommes venus ici à Montréal. Nous irons bientôt à Québec pour permettre aux entrepreneurs du territoire breton de découvrir ce beau pays. Et puis, faire en sorte que les entreprises qui sont déjà présentes ici puissent donner l'exemple à celles qui ont envie de venir de s'y installer. On avait un 2e anniversaire, les 35 ans du groupe Le Duf.
Et nous associer à cet événement-là, aller fêter l'anniversaire d'un industriel breton sur son territoire à Québec, c'est quand même un moment extraordinaire. C'est la consécration finalement des entrepreneurs bretons qui se déplacent en meute et qui font que ce territoire fonctionne, et y compris à l'international. C'est un petit peu dans les gènes quand même de notre territoire, de la Bretagne, de se tourner vers l'international. La délégation est forte de plus de 170 membres. Ça montre aussi l'intérêt que l'on a à explorer, à connaître, à comprendre pour mieux s'en inspirer. Oui, je pense que ça fait partie de la nature du Breton. En effet, il a toujours eu besoin d'aller chercher à l'extérieur ce qu'il ne trouvait pas lui-même en Bretagne. La Bretagne a toujours été la terre la plus éloignée finalement des centres de décision économique. Et les Bretons ont toujours beaucoup voyagé. Et accompagner cette délégation partout dans le monde, leur permettre de tisser des liens économiques, je crois que ça fait partie de notre ADN. C'est sans doute un peu aussi la mission de l'UE35. Alors il y avait Hervé Karmarek à l'occasion de cette venue ici à Montréal. Une question d'actualité d'ailleurs qui a été fortement suivie par une forte délégation d'officiels. On a parlé du CETA. C'est un accord qui était très attendu ici au Canada. C'est un accord qui était aussi attendu en France et qui pose quelques questions. Et on est là aussi pour comprendre finalement quels sont les impacts de cette importation-exportation, de ces échanges commerciaux entre le Canada et la France. Nous allons justement revenir, Hervé Karmarek, sur cette assemblée plénière. On va quitter l'imposante basilique de Montréal pour aller au siège de Brie-d'Or où se tenait votre plénière. Ce choix de Québec pour cette 20e rencontre internationale est un choix à la fois de cœur et à la fois de raison. Un choix de cœur parce que c'est un pays dont nous sommes proches. Il y a une communauté de culture avec nous et en particulier avec les Bretons. Donc c'est un choix de cœur et c'est aussi un choix de raison parce que de nombreux Français et en particulier des Bretons ont décidé de faire leur vie ici au Québec. Et ces Français ne se sont pas trompés. Avec une économie riche et diversifiée, le Québec connaît un dynamisme sans précédent. Plus grande province du Canada avec plus de 8 millions d'habitants, le Québec a un taux de croissance annuel de 2,4%, soit près du double du Canada. Quant au marché du travail, le taux de chômage a atteint 4,7%, le plus faible du pays. Le ministre de l'économie rappelle la volonté du gouvernement d'accroître les investissements étrangers au Québec, et notamment ceux de la France. Le Québec possède tout d'un avantage. Nous sommes une des économies les plus ouvertes grâce à nos accords de libre-échange avec l'Amérique du Nord, l'Europe et les pays du Pacifique. Grâce à Hydro-Québec, notre électricité est propre, renouvelable et coûte à Montréal à peu près 4 fois moins cher qu'à Paris. Nos universités et nos écoles professionnelles forment une main-d'œuvre compétente et travaillante. Nous avons un régime fiscal compétitif et finalement, un avantage de taille pour les entreprises françaises. Nous avons une population qui partage la même langue, ou presque. Le message à retenir est le suivant. Le Québec est un endroit privilégié pour investir et y faire des affaires. Ce contexte économique présente malgré tout des défis comme la rareté de la main-d'œuvre, un problème de recrutement dont les réponses peuvent être apportées par l'émigration et la formation. Embauche, je pourrais vous dire que le rapport de force est plutôt dans les mains des travailleurs que des employeurs. On est à 4,7% de chômage actuellement au Québec, ce qui est équivalent du plein emploi. On a une main-d'œuvre très qualifiée avec une diplomation secondaire ou post-secondaire supérieure à la moyenne. Mais on manque un petit peu de main-d'œuvre, d'où l'immigration, ça devient très important pour le Québec. Il y a des centaines de milliers de jeunes dans nos écoles aujourd'hui qui vont un jour atterrir sur le marché du travail. Donc, que faites-vous pour les attacher? Que faites-vous pour les intéresser à votre entreprise? C'est une des clés du succès. L'immigration en est une autre. Autre atout de cette monarchie constitutionnelle, sa proximité avec les États-Unis, le premier marché des entreprises au Québec. Une porte d'entrée à ne pas prendre à la légère. On est en Amérique du Nord. Les Québécois sont des Américains. Ne sont pas des Européens qui vivent en Amérique. La grosse différence quand même, c'est qu'au Québec, on parle français, le reste de l'Amérique du Nord parle anglais et c'est une vraie barrière. Il y a une culture québécoise qui est aussi très différente. Donc, comme disait M. Leduc, il faut être quand même très solide au Québec pour essayer d'aller faire des missions exploratoires dans le reste de l'Amérique du Nord. Ça peut être un bon tremplin. On est quand même géographiquement bien placé en Amérique du Nord pour aller voir ce qui se passe ailleurs.
Enfin, cette conférence plénière était aussi l'occasion de comprendre le point de vue canadien sur le CETA, cet accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Un traité ratifié en juillet dernier par la France et qui supprime notamment les droits de douane de près de 98% des produits échangés entre les deux zones. Côté canadien, c'est quand même assez bien perçu. Je veux dire, le Canada est une nation libre-échangiste. Donc, on a accès à travers les différents accords de libre-échange qu'on a signés, que ce soit avec les États-Unis et le Mexique dans le cadre du renouvellement de l'ALENA, que ce soit dans le cadre justement du partenariat transpacifique. On a accès à peu près à 70% du PIB mondial aujourd'hui. Donc, le Canada, c'est un grand pays, c'est aussi une petite population. Donc, on a besoin justement d'accords de libre-échange, on a besoin de commerce international pour survivre, on a besoin d'investissements directs étrangers. Si on veut de la croissance, il faut nécessairement avoir de l'immigration. Ce qui facilite, si on fait le pont avec le CETA, c'est qu'il y a une meilleure reconnaissance des compétences professionnelles de par le CETA. Et ça, ça va favoriser par exemple, la venue de professionnels, que ce soit des gens dans le domaine des sciences, du génie, des écoles de commerce. Ça va beaucoup faciliter le mouvement des personnes. Aujourd'hui, 1150 entreprises françaises et bretonnes ont été séduites par le Canada et se sont installées au Québec. Après cette plénière, nous sommes très heureux d'accueillir Karine Rispal, Madame l'ambassadrice de France au Canada. C'est un pays qui vraiment attire, qui a toujours attiré. C'est à la fois si loin mais si proche quand même pour nous, Bretons. Ah ben oui, le Canada est un pays qui attire beaucoup les Français, spécialement le Québec, parce que les Français évidemment se retrouvent un peu chez eux finalement au Québec. On y partage une culture, une langue surtout. Et donc pour beaucoup d'entreprises françaises, aller au Québec, c'est pas s'expatrier de façon très lointaine et c'est voilà, une terre qui est sans doute moins inconnue que d'autres. Et puis c'est une belle porte d'entrée pour l'Amérique du Nord également, pour les États-Unis. Qui attire, qui fascine. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui se tournent vers le Québec, vers le Canada, parce que tout est possible. Oui, tout est possible. C'est vrai que Montréal, par exemple, est une ville extrêmement jeune. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de start-upers, de jeunes qui viennent monter leur entreprise. Il y a un écosystème qui est extrêmement favorable. Et dans certains domaines comme le jeu vidéo, l'innovation, des incitations fiscales qui sont évidemment extrêmement avantageuses. Et puis surtout un terreau aussi universitaire très développé. Beaucoup de jeunes Français viennent faire leurs études au Québec et après commencent à travailler. La diaspora française est quand même importante sur ce territoire. Oui, il y a beaucoup de Français. Il y a plus de 70 000 Français à Montréal, plus de 12 000 au Québec. Donc en gros, c'est ça, entre 80 et 100 000 Français au Québec. Donc oui, il y a beaucoup de Français qui ne revendiquent pas toujours d'ailleurs leur appartenance française parce qu'ils se fondent assez bien dans le paysage. Ils se retrouvent entre cousins. Donc évidemment, c'est une proximité qui fait beaucoup pour notre relation. Alors l'histoire commune, elle existe aussi avec un industriel breton, l'un des plus importants, c'est Louis Le Duf, avec Bridor, qui fête ses 35 ans. Vous allez suivre dans ce reportage de Claire Griot cette success story bretonne, ici donc à Montréal. La baguette santé de Bridor, nous allons gagner l'Amérique. Nous allons gagner l'Amérique avec les Québécois. Toque de chef sur la tête et baguette à la main, Louis Le Duf a le sourire. Entouré de 500 invités, dont 180 chefs d'entreprise brétiliens, le patron breton célèbre aujourd'hui les 35 ans de sa présence en Amérique du Nord. C'est ici, sur ce site de Boucherville, près de Montréal, que l'aventure outre-Atlantique a démarré, avec l'implantation de cette première usine Bridor, spécialisée dans la production de pain et viennoiseries surgelées. 35 ans plus tard, Bridor en Amérique du Nord, c'est 3 usines au Québec et une au New Jersey aux États-Unis, 800 employés et une capacité de production de 142 millions de baguettes et 639 millions de croissants chaque jour. Bridor est distribué à travers plus de 100 pays dans le monde et sur des positionnements qui sont évidemment l'excellence, le savoir-faire à la française. On revendique cette échelle industrielle, mais cette qualité artisanale. Notre objectif est à grande échelle de se dire mon croissant est aussi qualitatif qu'un croissant qui a été fait
par un boulanger qui s'est levé à 2 h du matin. Une grande chaîne hôtelière, elle veut que son client ait la même expérience le matin au petit déjeuner, qu'il soit à Paris, qu'il soit à Tours, qu'il soit à New York, etc. Et c'est ça le positionnement de Bridor. Pour accélérer le développement outre-Atlantique de ce leader de la boulangerie industrielle, le groupe a annoncé un plan d'investissement majeur de 200 millions d'euros. Objectif, doubler la capacité de cette usine québécoise qui alimente le marché nord-américain en pain et viennoiserie. Très clairement, l'Amérique du Nord et les États-Unis en particulier représentent un gisement de croissance pour l'entreprise très important. Avec ses chaînes comme Bridor, mais aussi la Brioche Dorée ou Del Arte notamment, le groupe Le Duf représente aujourd'hui plus de 33 000 salariés dans le monde entier et 2 milliards de chiffre d'affaires dans la restauration et la boulangerie-pâtisserie à la française. Le président fondateur mise aujourd'hui sur un nouveau produit, la baguette santé Amibiote, et la création à Montréal d'une école culinaire pour repérer et former les futurs talents du groupe. Nous servons 45 000 restaurants et hôtels 4-5 étoiles dans le monde. Il faut former les hommes. Et c'est pour ça que ce centre va être créé avec la France, évidemment, Jean-Jacques le patron France, mais avec des chefs comme lui qui seront formés. Après avoir formé les Québécois, tu vas former les Américains. Les meilleurs ouvriers de France, on a besoin aussi d'avoir cette dimension internationale. On est français. Et je pense qu'on a des choses à transmettre. Mais aussi, on pourrait faire des échanges, que des Canadiens puissent venir avec des bourses, passer quelques mois en France pour se perfectionner, se faire un CV, se faire des relations. Autre success story bretonne, celle d'Ubisoft, créée en mars 86 par les 5 frères Guillemot. Originaires de Carentoire dans le Morbihan, ils vont diversifier les activités de l'entreprise familiale spécialisée dans les produits agricoles vers des secteurs plus technologiques. C'est à l'occasion d'un déplacement au Royaume-Uni que Michel Guillemot va constater que les jeux vidéo constituent un marché plus que porteur. Dès 86, la société sort son premier jeu, Zombie, vendu en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le succès commercial est au rendez-vous, tout comme la croissance de l'entreprise. À partir de là, Ubisoft va créer à Paris-Montreuil son premier véritable studio avant de franchir les frontières de l'international. Bucarest, Shanghai, puis Montréal au Québec, qui constitue en 1997 sa première implantation sur le continent américain. Aujourd'hui, avec près de 4000 personnes, Ubisoft Montréal est devenu le véritable vaisseau amiral de la multinationale en étant le plus gros studio de développement de jeux vidéo au monde. Donc vous êtes dans le secteur du Myland ici à Montréal, qui était un secteur un peu défavorisé en 1997 quand on est arrivé. Et depuis, c'est un secteur qui est en pleine explosion avec les jeux vidéo, les effets visuels, mais l'intelligence artificielle aussi qui s'installe pas loin. Donc on a aujourd'hui un secteur en ébullition. On a en fait un secteur de divertissement qui a dépassé le secteur du film, qui a dépassé le secteur du livre, de la musique, et donc qui est aujourd'hui la forme de divertissement la plus importante dans le monde en chiffre d'affaires. Fin 2019, avec 20 000 salariés, Ubisoft affichera un chiffre d'affaires record de près de 2 milliards d'euros et renforcera encore un peu plus son statut de 3e plus grand éditeur indépendant mondial. La délégation a pris le cap à l'est pour remonter sur 350 km le fleuve du Saint-Laurent pour arriver à Québec, ville fondée par Samuel de Champlain en 1608, ville aujourd'hui qui garde vraiment les vestiges anciens, la place royale, le quartier colonial et son fameux vieux port, un vieux port très très couru le soir où pratiquement toutes les festivités de Québec s'y déroulent. Alors, nous allons vous montrer que Québec est avant tout un lieu économique, mais aussi touristique. Suivez ce reportage de Claire Griot. À bord du fleuve le Saint-Laurent, la ville de Québec se dévoile. Et parmi ces incontournables, il y a le Vieux-Québec, berceau de l'Amérique française, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
En amont de la place Royale trône le Château Frontenac, l'hôtel le plus photographié au monde. Capitale de la province québécoise avec 800 000 habitants, la ville de Québec a accueilli en 2017 4,6 millions de touristes, ce qui la place au 6e rang des destinations du Québec. Changeant au fil des saisons, la région de Québec est plébiscitée entre les mois de juin et octobre, avec un pic au mois d'août lors des fortes chaleurs qui peuvent avoisiner les 40 degrés. Balades en croisière, excursions en nature pour admirer les chutes ou visites culturelles avec notamment le musée de la civilisation sont les autres atouts de la ville. Pour la province du Québec, l'industrie du tourisme représente un véritable moteur économique avec 402 000 emplois et des recettes de près de 10,8 milliards d'euros, ce qui en fait le 5e secteur d'exportation de la province. Eh bien, cette mission sur la province de Québec s'achève. Nous sommes sur le Saint-Laurent. C'est vraiment quelque chose de particulièrement impressionnant. Bruno Cressard, vice-président de l'UE35 en charge de ces voyages à l'international. Que retenez-vous vraiment de ce séjour économiquement parlant ? Alors, avant de parler de l'aspect économique, on peut retenir la chaleur de l'accueil de nos amis québécois, qui ont véritablement mis tous les efforts de leur côté pour qu'on puisse être très très bien accueillis. Sur le plan économique, les différentes visites, les rencontres qu'on fait nous démontrent qu'il faut bien avoir à l'esprit que nos interlocuteurs, ce sont des Américains du Nord qui parlent français et non pas des Français installés en Amérique. Ça, c'est important. Pour le reste, c'est une très belle tête de pont pour s'installer en Amérique du Nord. Il y a des règles à retenir, mais ça, on le sait. Mais je crois que vraiment, pour les Français qui veulent tenter de s'installer aux États-Unis, le passage par le Québec et le Canada est une très bonne chose. Et puis, au-delà du fait qu'ils peuvent s'installer aux États-Unis, ils peuvent très bien aussi rester au Québec et y trouver des très beaux débouchés. Avant que l'on entende, et ce sera la fin de cette mission ici outre-Atlantique, des participants, elles avaient une saveur un peu particulière pour vous, Bruno ? Ah, Stéphane, vous faites allusion au fait que c'est effectivement le dernier voyage dont je m'occupe. Mais donc c'était aussi la volonté que j'avais pour le 20e voyage, de faire en sorte que toute la délégation puisse découvrir un pays que nombreux d'entre nous ne connaissaient pas. Voilà, donc je termine cette mission, mais je m'investirai dans autre chose. En tout cas, merci à vous de nous faire aussi découvrir, décrypter cette économie aux quatre coins du globe. Merci à vous. Merci au président Kermarek, merci à Hervé Lejeune, merci à Nathalie Potin et à toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible ce TVR BPGO Business Club outre-Atlantique, ici sur cette très belle province du Québec. Avec Claire Griot, nous étions très heureux de pouvoir regarder pour retranscrire. À très vite. Merci. J'ai pu aller voir une entreprise qui fait des véhicules électriques qui m'intéresse beaucoup et on voit que le Canada est très en avance, donc on fait un peu de benchmark en réalité pour nous et puis on essaye de voir avec nos cousins canadiens ce qui pourrait se passer demain dans nos business respectifs, donc c'est vraiment ticket gagnant pour tout le monde aujourd'hui. Et quand on voit des capitaines d'industrie qui ont réussi à faire aussi bien outre-Atlantique que chez nous, ça ne peut que nous inciter à venir ici. Et de voir aussi que tous les secteurs d'activité sont représentés et que l'on soit dans le monde industriel ou du service, qu'on soit dans l'innovation ou dans l'économie traditionnelle, il y a forcément des choses à faire, mais il faut oser, traverser l'Atlantique. Et beaucoup de similitudes aussi entre les tissus économiques de l'île-et-Vilaine et au-delà de la Bretagne et les tissus économiques du Québec, que ce soit Montréal ou la ville de Québec, dans les secteurs d'activité représentés. Donc pour ce qui me concerne, beaucoup d'idées de coopération possibles entre les entreprises de part et d'autre. Donc jusqu'ici, grande satisfaction. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour les entreprises bretonnes. On a des confrères d'ailleurs rennais qui se sont installés au Canada pour pouvoir accompagner ces entrepreneurs bretons. On voit bien que les choses ne sont pas forcément évidentes et qu'il y a besoin véritablement d'un accompagnement. Je retiens aussi qu'il y a une énergie ici qui est très particulière. C'est aussi difficile de faire du business ici qu'en France, c'est aussi difficile qu'en Bretagne et qu'en Île-et-Vilaine. C'est certainement aussi difficile, mais par contre, il y a des synergies qui sont développées, qui nous intéressent beaucoup, entre les entreprises et avec tout ce qui permet
de se développer. Vraiment, c'est intéressant de voir comment ces entreprises ont un marché mondial, d'abord nord-américain, qui est d'une taille extraordinaire, spontanément nord-américain, avec 250-300 millions de consommateurs et beaucoup d'interactions entre les entreprises, mais aussi ils ont une vision mondiale. On a pu rencontrer des grandes maisons comme Ubisoft et Technicolor, et de façon un peu inespérée, finalement avoir accès aux dirigeants locaux et commencer à parler partenariat. Donc c'est vrai que ramener une marque aussi forte qu'Ubisoft en Bretagne, parce que c'est un peu un retour aux sources, ce serait vraiment exceptionnel, et on a vraiment parlé à la fois de partenariat, de R&D et de formation. Donc inespéré et ravi de cette mission, au-delà du plaisir qu'on a à être ensemble tous, quoi.